La Totale dimanche, votre magazine d'information, voici le sommaire. Manque d'eau dans des quartiers de Dakar, un calvaire que nous verrons tout à l'heure. Une fuite a poussé la société de distribution Sen'Eau à fermer les robinets pour raison de travaux dans une partie de la capitale sénégalaise. Son directeur de la communication, Ndiaye Diop, est attendu sur ce plateau pour explication. La souveraineté alimentaire, une ambition qui tarde à être au rendez-vous. Coin Éco pose à nouveau le débat. Nous verrons les atouts et les handicaps dans le dossier Coin Éco de ce dimanche. Mamadou Ndiaye recevra le directeur des relations extérieures de l'ITA, Fallou Sarr. Bouillon Culture, le royaume chérifien à l'honneur, rue Mohamed V, un véritable Little Maroc au cœur de la capitale sénégalaise. Notre diplomate, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, sera en ligne. Le nouvel envoyé spécial de la secrétaire générale de la francophonie nous parlera de sa mission au Mali. Madinatul Salam dans la rubrique Ailleurs A. Au-delà des Tchantakoun, ses autres habitants, dont une forte communauté de Bissau-Guinéens. Madinatul Salam à la cité de Feu Cherbet Thioune ou Kër Samba Laoubé, si vous ne le saviez pas. Tranche de vie, une famille parmi les dizaines délogés de Terme Sud. Babacar Loum, un sous-officier à la retraite, nous racontera comment lui et les siens vivent leur déguerpissement. Monde des plantes, le persil, un condiment très utilisé dans nos plats. Kessendour nous en dira les bienfaits pour notre santé. Enfin, Ndeye Nancy Diouf nous servira de la bonne humeur. Bonne semaine est en effet la dernière rubrique de la Totale dimanche. Bienvenue. Ces localités où la disponibilité de l'eau est un véritable luxe, ici le liquide précieux porte bien son nom parce que très rare. En plein Dakar, beaucoup de quartiers sont confrontés à un manque d'eau courante quasi permanent. On devine aisément l'inconfort des habitants, surtout par ces temps de forte chaleur. Reportage Awa Diop, Moustapha Gueye. Nous sommes à Guentaba, un quartier situé à la cité Fadia dans la banlieue dakaroise. Ici, depuis plusieurs mois, l'eau ne coule plus à flot. Conséquence, les habitants, à l'image de cette jeune dame, font le tour des quartiers à la recherche du liquide précieux, une gymnastique qui l'épuise physiquement et financièrement. Cette situation est infernale. Depuis que j'ai aménagé dans ce quartier, j'ai des problèmes pour avoir l'eau chez moi. Les robinets coulent parfois, mais vers 3 heures du matin. En plus d'acheter l'eau, je dois aussi payer 1000 francs pour que les charretiers me l'amènent à la maison. À quelques mètres de son quartier, le vieux Mabandiaï, député par cette galère, il interpelle la haute autorité de l'État. Nous vivons cette situation très lamentable et difficile. Hier seulement, je suis allé jusqu'à Cambérène pour avoir 12 bouteilles d'eau. Je ne parle même pas de bain, mais même pour boire, on n'arrive pas à avoir d'eau. Alors que dans ce contexte de coronavirus, on nous demande de nous laver les mains à tout moment. Comment peut-on respecter les règles d'hygiène dans ces conditions? Ici à Fadia, depuis des années, nous vivons pareille situation. Ça, je ne peux pas. Ici aussi, c'est dans cette sorte de puits que les habitants s'approvisionnent, même si l'eau n'est pas propre à la consommation. Pour Amadou Diouf, ils n'ont pas le choix, surtout dans ce contexte de pandémie à coronavirus. Nous vivons cette pénurie d'eau très difficilement. Aucune goutte d'eau ne coule de nos robinets. Je passe mon temps à appeler le numéro de la société en charge de la distribution de l'eau et paradoxalement, les factures sont toujours très salées. Je vis avec minimum 15 personnes chez moi. On ne peut pas tout le temps acheter de l'eau minérale pour nous laver, faire le linge et autres besoins. On ne peut pas s'en sortir, ce n'est pas possible. L'approvisionnement en eau potable reste aujourd'hui encore une vieille doléance pour certains quartiers de la capitale sénégalaise, à l'image du quartier Guentaba de Fadia, où presque aucune goutte d'eau ne coule des robinets depuis presque un mois. Bonsoir Ndiaye Diop.
Bonsoir Mamoudou Ibra. Vous êtes le directeur de la communication de Sen'Eau. C'est quoi la situation au jour d'aujourd'hui au niveau du point B qui alimente une bonne partie de Dakar en eau? Je viens comme ça de l'usine, la station donc, de transfert d'eau potable du point B, appelée usine des eaux communément. Et les travaux qui ont eu lieu ces derniers jours étaient une prouesse technique. Je vais revenir sur la consistance et pourquoi c'était une nécessité pour non seulement continuer une alimentation, mais aussi avoir une meilleure maîtrise de l'ouvrage. Je disais donc que je viens comme ça de l'usine où nous avons connu un petit incident sur une des pompes qui dessert les réservoirs des mamelles. Et donc, quand cette usine a plus ou moins des dysfonctionnements, c'est une bonne partie de la capitale qui ressent des problèmes d'eau. Ce n'était pas prévisible? Parce que, je vais revenir à ça, parce qu'en fait, cette usine joue un rôle de hub hydraulique. Elle récupère toutes les eaux collectées depuis Louga, en passant par Thiès, Pout, Sébikotane jusqu'à Dakar, et maintenant a en charge de dispatcher cette eau au niveau des quartiers, particulièrement les quartiers hauts, les quartiers qui sont difficiles, Mamel, Ngor, Yoff, entre autres, Plateau, Liberté, Dieuppeul, entre autres. Et donc, un point névralgique, un point sensible. D'où ma question, est-ce que ce n'était pas prévisible? En fait, cette fuite ne date pas de maintenant. Elle date de plusieurs années. Mais nous avons toujours eu de l'appréhension à arrêter, puisque nous savons, nous mesurons l'importance de cette usine dans l'alimentation en eau des populations, particulièrement ici à Dakar. Mais pour la sauvegarde de l'usine, pour pouvoir continuer à avoir une réelle maîtrise sur l'ouvrage, on était à un moment obligé de faire ces travaux. Un ouvrage vétuste? Oui. Cet ouvrage date de l'époque coloniale. Ce n'est pas possible. Mais depuis quand l'usine des eaux, c'est depuis que vous êtes né. Vous traversez, vous voyez cette usine. Oui, d'accord, mais un tuyau qui date de cette époque-là... Non, je ne parle pas de la conduite. Oui, je parle de l'ouvrage. Ah, de l'ouvrage, oui, d'accord. De l'ouvrage, je ne parle pas de la conduite. L'ouvrage est censé résister au temps. Mais moi, ici, je parle de la conduite. Non, la conduite a été corrodée. Et donc, la conduite était trouée. On a, dans un premier temps, calmé la fuite avec un collier, mais les pressions qui passent, qui traversent cette conduite sont telles qu'il était plus prudent pour nous d'arrêter et de changer complètement et totalement la conduite. C'est ce qu'on a fait. On ne va pas encore parler d'une autre panne au même endroit? Non, vous savez... Ou bien la vétusté invite à la prudence? Je vais vous faire juste une comparaison, mais on peut dire comparaison n'est pas raison. Oui. Vous, ici à E-Média, vous ne pourrez pas dire de manière catégorique, vous ne connaîtrez jamais de panne. Il vous est arrivé d'avoir des pannes ici. On est bien d'accord. Donc, on travaille sur des machines. Oui. Et donc, celui qui travaille sur des machines... Mais l'eau est très sensible, on est bien d'accord. Oui, mais c'est des machines. C'est des machines. Quelle que soit la maîtrise, le risque zéro n'existe pas. Une machine, soit on l'arrête pour faire des maintenances, soit on l'arrête pour des réparations. Nous, on préfère arrêter pour des maintenances. C'est ce qui a été fait la dernière fois. Plutôt que de laisser jusqu'à ce que l'usine sorte d'elle-même. Et là, ce ne sera pas une préparation. Alors que cette opération que nous avons réalisée, c'est préparé en 3 mois. Tout a été préparé. Un dispositif a été mis en place. Tout a été calculé, millimétré, pour qu'au moment du démarrage des opérations et à la fin, tout soit respecté. Et c'est ce qui a été respecté. Oui, on comprend votre souci de communiquer, d'informer l'opinion, ce qui est une bonne chose. Mais le débat, c'est que vous avez parlé de la vétusté de ces installations. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'abri d'un autre incident? Est-ce que cela ne doit pas vous inviter peut-être à tout revoir avec votre partenaire, la SONES, bien entendu, l'État? En fait, l'État a démarré tout un programme pour sécuriser l'alimentation en eau des populations. Ça commence depuis longtemps et ça continue. C'est ce qu'on appelle la mise en œuvre. Pour ce qui est de l'usine du point B, Inch'Allah, on est en train de préparer le Forum mondial de l'eau. Oui. Nous souhaitons
que les élèves, les étudiants puissent après venir découvrir le point B New Look nouveau. Ce sera totalement différent, attractif. Vraiment, ce sera une usine modèle. Ici au Sénégal, mais aussi en Donc Afrique. il y a des travaux de grande envergure bien sûr, qui vont aller au-delà de la conduite qui a été réparée. Bien sûr, la conduite, c'était pour la stabilisation, mais surtout pour que quand nous avons des travaux à faire, qu'on ne soit pas obligé d'arrêter l'usine. Puisqu'il y avait une fuite, personne ne pouvait arrêter l'usine. Personne. Maintenant, là, on maîtrise, on peut fermer, on peut ouvrir à volonté. Donc, ce qui veut dire que notre maîtrise s'est renforcée par rapport à la manipulation de cet ouvrage. Alors, on a vu le reportage tout à l'heure dans un quartier là, dont j'oublie le nom. Guentaba, vers la cité Fadia, ici à Dakar. Ces populations disent qu'elles n'ont presque jamais d'eau et elles sont oubliées. Comment vous expliquez cette situation? Vous avez même voulu aller dans la provocation en parlant de quartiers oubliés. Oui. Aucun quartier n'est oublié. Il se trouve qu'il y a des quartiers qui n'ont pas le même positionnement pour être, entre guillemets, favorables à une distribution ou défavorables à une distribution de l'eau. Guentaba, pour ceux qui connaissent Guentaba, savent bien que c'est presque sur une sorte de butte. Elle est haut perchée, elle est en hauteur, et si vous vous rendez compte, il y a beaucoup d'immeubles. Et parmi ces immeubles, allez faire un sondage, renvoyez votre reporter, dis-lui d'entrer demander dans quel immeuble on a installé un suppresseur. Un suppresseur, c'est un équipement qui permet à l'eau de pouvoir aller à des niveaux supérieurs. Nous, la pression qu'on nous demande, c'est d'aller à un bar. Un bar, c'est 10 mètres. 10 mètres, c'est un étage. Vous voyez quelqu'un qui a 5 étages, qui met des locataires, mais il n'y a rien, il n'y a même pas de réservoir, il n'y a rien. Donc, vous pensez que c'est la pression d'un bar qui va faire monter l'eau à 5 étages. Non. Ces gens-là qui disent rester un mois sans eau, la plupart, c'est souvent au-delà de cette hauteur qui est établie. Mais les gens, nous nous efforçons à sensibiliser pour leur dire, celui qui fait son bâtiment, sa maison, doit pouvoir vraiment l'équiper. C'est comme si vous faites votre chambre, bien, vous faites la peinture, tout, vous oubliez de mettre le lit, vous oubliez de mettre les commodités. Oui, ce n'est pas quand même le seul quartier. Il y en a beaucoup. À Dakar, comme dans les autres Actuellement, nous travaillons sur 355 quartiers. À Dakar. Que nous avons identifiés, que nous surveillons au quotidien. Tous les jours, nous faisons le point. Qui a été alimenté, comment, est-ce bien ou pas, est-ce que la pression était bonne ou pas, est-ce que la qualité de l'eau était bonne ou pas. Donc tout ça, c'est une surveillance permanente que nous faisons. Donc tous ces quartiers-là, je sais, moi par exemple, je donne souvent, puisque je suis du métier quand même, je dis, quand la chaleur arrive, on parle de problème d'eau, vous n'irez jamais demander à quelqu'un de venir au point pour des manques d'eau. Mais vous lui dites, allez aux parcelles, aller à Guentaba, aller à Ouakam. Et quand il s'agit des inondations, vous dites, il y a des temps, on disait allez à Medina Gounass. Maintenant, c'est aller à Kermassar. C'est des choses que les gens ont identifiées. Ils sont en train donc de mettre en place des solutions, mais c'est la mise en œuvre qui peut prendre du temps. Bien justement, la question temps, Ndiaye Diop, et je signale aussi qu'il n'y a pas qu'à Dakar qu'on a des problèmes d'eau. Pour être juste, dans beaucoup de localités du pays, des problèmes d'eau sont signalés, mais dans quelle séquence temporelle, puisque vous parliez de temps, prévoyez-vous l'eau pour tous avec quantité, qualité, prix? C'est phasé. C'est pas d'un coup. C'est progressif. Et le court terme, c'est fin 2020, début 2021, où nous allons avoir un apport de 100 000 m3 avec l'achèvement de l'usine de Keur-Momar-Sarr 3, où j'ai été pour voir le chantier en compagnie des directeurs généraux de la SONES, mais également de Sen'Eau, qui était déjà à 90% réalisé. Et tout dernièrement, quand on faisait les travaux à l'usine du Point B, on avait en même temps réalisé le raccordement au niveau du suppresseur de Mekhe, qui permet au suppresseur de Mekhe de collecter toutes les eaux que l'usine de Keur-Momar-Sarr 3 va amener ici. Ce qui veut dire que donc on aura un bon matelas, un bon confort
pour que tous ces quartiers-là dont on parle, une bonne partie des quartiers, je ne dirais pas à 100%, Oui. mais une très grande partie, vous n'entendrez plus parler de manque d'eau. Maximum, le délai maximum. Non, non, je vous dis maintenant. Oui, Maintenant, d'accord, pour que oui. tout soit réglé, Oui. on est en train de travailler sur un schéma qui veut que la demande soit devancée. Oui. Et là, c'est des ouvrages qui sont en préparation. Vous avez entendu parler de l'usine de dessalement de Ouakam. Et Kermamarsar 3, la première phase, c'est de 100 000 m3 par jour. Mais la deuxième phase également ne va pas tarder, 100 000 autres mètres cubes jour, ce qui fera un gain supplémentaire, une production supplémentaire de 200 000 m3 jour, plus Ouakam, 50 000. Ça va faire, parce qu'actuellement, nous produisons entre 420 000 Oui. et 435 000 m3 par jour. D'accord. Maintenant, ce qui veut dire qu'on peut aller. Quelle séquence temporelle? La séquence temporelle, je dis, c'est phasé. Oui. Quand le dessalement sera terminé, par exemple, vous avez vu tout dernièrement le directeur général de la SONES aller faire donc pour l'implantation des conduites et tout. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons un bon confort fin 2020, début 2021. Ça, c'est certain. Très bien. Quelle réponse apportez-vous à ceux qui regrettent déjà la SDE? En fait, ils doivent savoir aussi qu'il y a une continuité et que c'est un choix et que Sen'Eau est venu et a signé un contrat de 15 ans avec l'État du Sénégal. Sur 15 ans, c'est comme si vous demandez à un enfant qui vient de naître de pouvoir ramper, gambader, courir, marcher, parler. C'est progressif. Sen'Eau est venu avec tout un programme de modernisation, de digitalisation, mais également de sécurisation, mais aussi d'optimisation de tous les ouvrages. Oui, ce qui était attendu de Sen'Eau, c'est de faire mieux que la SDE, puisqu'il y a un existant. Non, non, ce n'est pas pendant ces premières années que tout se fera. Mais on est bien d'accord, il y a un existant. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas le désert que non, la SDE a laissé ici. Oui. Non. Oui. Non, ce serait même insulter les Sénégalais si on devait dire qu'il y a un désert. Oui, justement, on attendait peut-être mieux. C'est vrai, l'attente est Oui. très grande, très forte même, je devrais dire. Il faut noter que c'est une continuité. SDE a fait pendant 23 ans évoluer l'hydraulique urbaine sénégalaise jusqu'à devenir une référence. Maintenant, Sen'Eau dit ce que je veux, c'est faire du Sénégal l'excellence, mais aussi une référence en Afrique. Et maintenant, tout est phasé. Nous avons commencé à dérouler. Il faut peut-être laisser le temps que les gens puissent dérouler tout le programme, tous les projets, pour qu'on commence à dire est-ce que réellement on peut comparer ou pas. Très bien. Sen'Eau renvoie à Suez, comme on sait, qui a gagné le marché. Un combat de coq en France entre Suez et Veolia. Cela vous regarde? En fait, ici au niveau du Sénégal, on se concentre sur Sen'Eau, on se concentre sur le contrat que Sen'Eau a signé avec l'État du Sénégal, qui est de 15 ans. Maintenant, un débat franco-français, nous sommes des citoyens, nous pouvons surveiller, mais ça ne nous inquiète pas plus outre mesure, je pense. Merci. Ndiaye Diop, vous êtes le directeur de la communication de Sen'Eau. Vous étiez venu nous parler des travaux qui sont achevés maintenant au niveau du point B, en tout cas pour la conduite. Oui, la conduite, c'est maintenant vraiment, on maîtrise maintenant. Voilà. Et ça a été, je dois même remercier l'entente de la solidarité entre la SONES et la Sen'Eau qui ont réussi une prouesse technique. Ça, il fallait être dedans pour comprendre ce que ces braves collaborateurs ont pu réaliser. Merci et bonsoir chez vous, Ndiaye Diop. Coin éco, le Sénégal veut atteindre la souveraineté alimentaire, une ambition qui date de plusieurs années. Avec les contre-coups de la pandémie du coronavirus, les perspectives sont-elles toujours les mêmes? L'économiste El Hadj Alioune Diouf répond par l'affirmative. Seulement, pour l'ancien directeur du commerce intérieur, cette souveraineté alimentaire ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Elle ne sera possible que d'ici à 10 ans.
L'une des raisons est que notre pays exporte bon nombre de ses matières brutes et importe une grande partie de ses denrées, soit plus de 450 milliards de francs CFA. Le paradoxe est là et montre justement l'étendue du chantier. Coin écho, Mam Abdou Gueye Kassé, Seleman Diallo. Le Sénégal vise la souveraineté alimentaire. C'est un secret de polichinelle. Pour y arriver, l'agriculture est la base. D'ailleurs, les autorités mènent depuis plusieurs années une politique de mécanisation de celle-ci. Aujourd'hui, malgré les efforts consentis, le pays est loin du compte car il importe des produits alimentaires estimés à plus de 450 milliards de francs CFA. Un vrai paradoxe de l'avis de l'ancien directeur du commerce intérieur. La question de l'alimentation humaine est une question cruciale. Donc, ce n'est pas étonnant que l'actuel gouvernement cherche à effectivement atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que c'est la sécurité économique du pays. Et surtout au niveau, aujourd'hui, des principales denrées que nous importons. Le Sénégal importe presque 450 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. Je pense que cela est une mauvaise chose pour notre économie. Si on veut avoir un marché intérieur dynamique qui puisse entraîner une industrialisation solide de notre pays, nous devons avoir une agriculture forte. Le Sénégal fait partie de ces pays qui exportent des matières premières brutes. L'économiste pointe le véritable problème à ce niveau, car rien que l'arachide, elle contient pas moins de 60 dérivés. Selon lui, le pays devrait plutôt faire comme l'Occident, qui n'exporte que ses excédents. Il faut transformer les produits agricoles. Nulle part dans le monde, les produits agricoles sont principalement exportés. Seuls les excédents des productions agricoles sont exportés. L'essentiel de la production agricole sert à fournir aux entreprises des intrants pour transformer justement ces produits. Nous avons l'ITA, l'Institut de technologie alimentaire, qui a montré pour l'arachide que nous avons 64 produits dérivés de l'arachide. Alors, pour quelle raison les paysans travaillent 3 mois et puis après exportent le reste de leur production agricole vers d'autres pays et puis tout le reste du temps roulent les pouces? Au contraire, nous devons transformer cet arachide-là. Le commissaire aux enquêtes économiques explique que pour atteindre la souveraineté alimentaire, il faudra attendre plusieurs années. La politique agricole, ce n'est pas comme l'industrie. Vous ne pouvez pas dire j'investis et dans 1 an ou 2 ans avoir des résultats. Ce n'est pas aussi facile que ça. Dans la production agricole, il faut peut-être envisager les choses à court terme, peut-être, mais à moyen terme. Il faut au minimum 10 ans pour vraiment mettre en place, par exemple, une filière agricole, pour mettre vraiment en place une politique qui puisse réellement atteindre l'autosuffisance. L'État doit faire le suivi des différentes politiques publiques et programmes pour s'assurer de leur niveau d'exécution, conseille-t-il. L'agriculture est la pierre angulaire du programme de résilience économique et sociale décrété par le gouvernement d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA pour supporter les contre-coups de la pandémie à coronavirus. Le budget de la campagne agricole 2020-2021 est augmenté de 50%. Il passe ainsi de 40 à 60%. Le coin écho de la Total de ce dimanche 11 octobre reçoit Fallou Sarr. Il est ingénieur en technologie agroalimentaire et directeur des relations extérieures de l'ITA. Bonsoir, Monsieur Sarr. Bonsoir, Monsieur Kane. Face à vous, Mamadou Ndiaye, pour vous interroger. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, Mamadou. Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai quel peuple tu seras. Dépendant, indépendant. Vous avez dit souveraineté alimentaire. Jamais cette notion n'a été aussi galvaudée qu'en cette période avec une conjoncture marquée, comme vous le savez, par les rétentions de produits et de ressources devenues rares, en raison des incertitudes qui charrient la crise sanitaire dont l'issue demeure incertaine. On démarre sur cette incertitude, Mamadou. Oui, entretien. Merci Fallou, merci beaucoup. Il a fait un long voyage pour nous retrouver ici à la Total, donc on le remercie pour ça. Merci, monsieur. Fallou est un chercheur chevronné et aussi il trouve. La crise s'est installée, la crise sanitaire notamment, et beaucoup de monde se pose des questions, comment sortir justement de cette crise. Et soudain, on a entendu à la faveur d'un conseil présidentiel, le chef de l'État lui-même plaider pour une souveraineté alimentaire. C'est l'appel du pays à l'ITA. Merci beaucoup, M. Ndiaye, merci M. Kane. Donc c'est un réel plaisir pour moi de revenir au niveau de
immédiat, parce que je pense que c'est ma deuxième fois. J'ai une collègue aussi qui était de passage. Donc c'est dire que véritablement aujourd'hui vous faites partie de ceux-là qui, je veux dire, tirent un peu les chercheurs pour qu'ils soient sortis de leur trou et qu'ils communiquent avec les gens. Et aujourd'hui, si on parle donc de souveraineté alimentaire, je pense que le moment est venu. Tout à l'heure, dans les coulisses, on parlait de la crise de 2008, qui, si vous le rappelez, avait interpellé tout le monde. Et je pense que les mêmes réactions d'aujourd'hui étaient les réactions de la dernière fois. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'avait pas très bien tiré les leçons. Cette fois-ci, je pense que ce sera donc la bonne. Parce que si on parle donc de souveraineté alimentaire, je pense qu'un pays comme le Sénégal doit être à l'aise. Pourquoi? Parce que alimentation, c'est agriculture au sens large. Qui parle d'agriculture parle de 3 facteurs. Principalement, c'est la terre, nous en avons suffisamment. C'est de l'eau, nous en avons suffisamment. C'est le soleil, nous en avons suffisamment. Donc nous avons les facteurs productifs. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut poser de problème? C'est que si nous produisons aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la gestion post-récolte. Parce que tout ce qui est produit aujourd'hui ne peut pas être forcément consommé aujourd'hui. Donc il va falloir que ce qui est l'extra soit mis dans les conditions pour que demain, si vous en aurez besoin, nous puissions l'utiliser. Conservation, transformation, stockage. Alors, c'est là où le bas blesse. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, l'essence de pourquoi l'ITA est né. Et je vous le disais tout à l'heure, l'ITA est né depuis 1963. Une vieille institution. Et je vous dis que depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, rarement ITA est sorti du ministère de l'Industrie comme appartenance institutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc c'était clair dans la tête des concepteurs que l'ITA devait servir à la création, au développement de l'industrie au niveau du Sénégal, et particulièrement de l'industrie agroalimentaire. Et pour ce faire, je vous le disais aussi, pour faire de l'industrie, il y a plusieurs intrants, mais l'intrant fondamental, c'est la recherche. Mais c'est la technologie, c'est l'innovation technologique. Et l'innovation technologique, la technologie, c'est la recherche. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes fiers au niveau de l'ITA pour dire aux gens que nous avons beaucoup de technologies que nous avons développées. Et ces technologies, aujourd'hui, ont servi dans l'industrie sénégalaise et africaine. Je vous disais tout à l'heure que, je ne vais pas citer de nom, mais vous avez aujourd'hui une bonne charcuterie locale. C'est des process développés par l'ITA. Le lait qu'on transforme aujourd'hui, c'est des procédés de l'ITA. Je vous parlais tout à l'heure de l'arachide, avec toutes les innovations et les technologies que l'ITA a fait sur ce domaine-là. La transformation des céréales, aujourd'hui, ce que l'ITA a fait sur les procédés, sur les produits nouveaux. Donc, vraiment, il y a énormément d'innovations et de technologies que nous avons développées pour attendre, effectivement, que ce soit déclenché, effectivement, la décision de gérer notre souveraineté alimentaire. Alors, M. Sarr, si aujourd'hui on décrète une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire consommons ce que nous produisons, on ne fait pas un saut dans l'inconnu. Parce qu'on a justement des recherches, on a des recettes, on a peut-être toute une technologie, on a toute une ressource humaine, des capacités pour pouvoir mettre tout de suite en œuvre la souveraineté alimentaire. Absolument, je vous le disais tout à l'heure. On ne fait pas un saut dans l'inconnu. Du tout, du tout. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, les chercheurs de l'ITA font partie des meilleurs chercheurs du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Parce que, déjà du point de vue évaluation, ils sont évalués au même titre que les chercheurs de l'université, c'est le CAMES. Donc, c'est des chercheurs de très haut niveau qui ont eu aussi à trouver, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si vous prenez l'exportation de la mangue séchée en Afrique de l'Ouest, mais c'est le Burkina qui est le numéro 1. Ces Burkinabés, où est-ce qu'ils ont appris ce procédé-là? C'est au niveau de l'ITA qu'ils sont venus apprendre et amener au niveau de Burkina et produire ils ont dû bien exécuter. Absolument. Est-ce qu'on l'a fait, nous? Absolument. On l'a fait, on l'a bien exécuté. Bon, je pense qu'il y a quand même un problème. Le problème, c'est l'appropriation aujourd'hui des résultats de recherche. C'est ça. Et pour que les Sénégalais puissent approprier convenablement les résultats de recherche, il va falloir un accompagnement des chercheurs. Et surtout du maillon vulgarisation des résultats de recherche. Je pense que c'est là où véritablement, aujourd'hui, nous sommes en train de pêcher un peu. Nous reconnaissons quand même
les gros efforts qui sont faits par l'État, parce qu'il faut le dire, pour faire de la recherche aussi, il faut être très bien équipé. L'ITA, même si nous demandons encore des équipements, parce que je vous le disais tout à l'heure, la durée de vie maximum des équipements, c'est à peu près 5 ans. Donc tous les 5 ans, il faut renouveler. Alors, qu'est-ce qui explique que souvent les Sénégalais peut-être méprisent un peu peut-être les produits locaux? Ils ont tendance à croire peut-être que tout ce qui vient de l'extérieur est qualitativement meilleur et que ce qui est produit localement est local. Et ce qui est totalement faux. N'est-ce pas? Ce qui est totalement faux. Je vous donne l'exemple du riz. Vous savez, il est démontré que le riz, plus il prend de l'âge, plus il se transforme en sucre, c'est-à-dire plus sa teneur en sucre augmente. Le riz qui est produit localement, oui, le riz de 2020 est consommé en 2020. Donc si vous le consommez, vous prenez moins de sucre. Mais le riz qui est importé, je ne dis pas que tout le riz qui est importé est dans ce que je suis en train de dire. Mais une bonne partie de ce riz-là, souvent, c'est du riz âgé. Oui, stocké. Donc, qui est stocké, qui est décomposé, qui a plus de sucre, qui fait que, bon, voilà, si on le consomme, on consomme plus de sucre que véritablement autre chose. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, quand même, nous reconnaissons que il y a une première contrainte qui est la vulgarisation des résultats de recherche. Parce que pour que aujourd'hui les transformateurs puissent s'approprier des technologies, il faut qu'ils sachent que ces technologies existent. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y en a certains qui sont en train de produire, mais les produits sont mal présentés. Si aujourd'hui vous allez au niveau des grandes surfaces pour acheter, la première chose qui vous attire, et qui attirerait même votre enfant avec qui vous êtes, mais c'est d'abord l'emballage. L'achalandage. Effectivement, à ce niveau-là, je pense que tout le monde reconnaît que véritablement il y a un problème. Et l'autre chose qui aussi constitue une grosse contrainte pour ceux qui sont dans le monde de la transformation, c'est que aussi il faut que l'État fasse plus d'efforts en enlevant la taxe sur les produits qui sont transformés localement et qui sont destinés donc à la consommation. Mais si aujourd'hui, moi je transforme, on me met la TVA qu'on met sur le produit importé, alors que nous n'avons pas travaillé sur les mêmes conditions, vous conviendrez avec moi que je ne peux pas être compétitif vis-à-vis, n'est-ce pas, de celui qui donc préfère importer les produits au lieu donc de produire. Il y a eu une période où effectivement vous étiez vraiment dans une bonne impulsion pour promouvoir donc la production locale et même peut-être aussi les résultats de votre propre recherche. Pour prendre un exemple plus concret, il me semble que l'ITA a été très bien inspiré de suggérer donc au président de la République d'organiser un conseil présidentiel avec un déjeuner servi aux plats nationaux. Est-ce que ça a pris? Est-ce que tous les plénipotentiaires qui étaient autour du président de la République se sont appropriés effectivement d'abord les résultats de la recherche et après, est-ce que tous les jours, chez eux-mêmes, ils consomment le lait, le lard, le Ngourban et autres? Alors, vous savez très bien qu'il y a des questions-là. Moi, je ne peux pas répondre à la place du chef de l'État, à la place de tous ceux qui sont autour de lui. Oui. Mais je vais vous dire que quand même, il y a eu au moins 2 à 3 événements. Tout le monde sait que la Première Dame régulièrement organise donc des cocktails où elle invite beaucoup de personnes et elle tient particulièrement à ce que le consommé local soit en vue. Et au moins pendant 2 fois, c'est l'ITA qui a effectivement produit et je pense que les gens ont très bien apprécié ce qu'ils ont mangé. L'autre événement que je voudrais aussi citer, c'est lorsque nous avons mis au point la technologie de l'incorporation des farines de céréales locales dans le processus de panification, qui permettrait, si c'était généralisé aujourd'hui, à l'État du Sénégal d'économiser 15 milliards sur les 100 milliards d'importations de farine de blé. Nous avions, dans notre plan de communication, offert un petit déjeuner au Conseil des ministres. Et je pense que tout le monde avait apprécié les produits que nous avions mis sur la table, n'est-ce pas, du Conseil des ministres. Donc je pense qu'il y a autant de points qui, n'est-ce pas, prouvent que ce que nous sommes en train donc est aimé par les gens. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il faut absolument que nous ayons un programme de vulgarisation de ce que nous avons trouvé pour que les Sénégalais soient au courant donc, de ce que nous avons déjà produit. Très bien. Belle ébauche et puis on verra ce qu'il y a lieu de faire. Merci. Ça a été un grand plaisir. Merci à tous les deux. Vous parliez de petit déjeuner, mais puisqu'on est à 19h37, je vous sers plutôt un gâteau fait localement à l'occasion de l'anniversaire de Immedia.sn, Mamadou. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Mamadou aussi. Merci, monsieur Sarr. Merci beaucoup. Merci. Okay. Nous nous rendons au Maroc, vous le voulez bien, mais sans prendre l'avion et
sans bouger du Sénégal. C'est la belle formule d'Abdourahmane Ly qui nous fait découvrir un royaume chérifien en miniature niché dans une célèbre rue de Dakar. Mohamed V ou le Little Maroc est le quartier général des Marocains vivant au Sénégal. Chebab Ahmed est l'un d'eux. Il est établi au pays de la Teranga depuis 30 ans maintenant. Il en est fou amoureux. Ce sujet du roi Mohamed VI est un grand adepte de l'enracinement et de l'ouverture chère au président Léopold Sédar Senghor. Souleymane Beng signe les images de ce reportage d'Abdourahmane Ly. Nous sommes sur la rue Mohamed V, roi du Maroc de 1957 à 1961. Cette rue est aujourd'hui le quartier général de beaucoup de Marocains comme Ahmed Chebab. Il ne regrette pas sa première fois au Sénégal. Nous sommes en 1990. J'ai resté à peu près 17 jours, je suis rentré. Après 4 mois ou 6 mois, je suis revenu. J'ai fait 2 mois. Chaque année, je viens, j'ai fait 2 mois. Jusqu'à 1997. 97, je suis rentré définitivement. J'ai resté là-bas jusqu'à 2006. Je suis venu, j'ai fait encore 1 an. Après, je suis rentré chez moi jusqu'à 2010. À partir de 2010, on est là maintenant. Chaque année, on fait la navette. On visite le Maroc, on visite la famille, on visite tout ça. Des royas sénégalais, Chebab en avait énormément à Casablanca. Ajoutez à cela sa famille qui vivait au Sénégal, ce qui aiguisait sa curiosité pour le pays de la Teranga. Le Sénégal, c'est un bon pays. Et son nom, ça se voit bien, c'est le pays de Teranga. Les Sénégalais sont gentils, sont accueillis. Machallah, il n'y a pas de problème. Mais surtout, nous, les Marocains, on sentait ça bien. Un Marocain d'origine, naturalisé sénégalais, qui maîtrise bien les plats du pays et il a ses préférences. Le plat sénégalais, c'était au Maroc. Je me rappelle bien qu'il y avait une femme là-bas, boulevard de la côte à Casa, c'était au 3e étage, le 4e étage. Elle fait le mafi, elle fait le yassa, elle fait le chipoudjine, avec produits sénégalais et le goût sénégalais. À l'époque, là, les produits, ça vient avec Air Afrique. Et c'est au Sénégal. Le plat sénégalais que j'aime beaucoup, c'est le yassa poulet et le mafi. L'enracinement et l'ouverture chantée par le président poète Léopold Sédar Senghor est bien compris par Ahmed Chebab. Il maîtrise tout autant la cuisine de son pays que les autres aspects culturels de ses origines. Multiculture, il y a les Berbères, il y a les Arabes, il y a les gens qui sont venus de l'Andalou, il y a les Juifs marocains aussi qui sont là-bas à l'époque. Et seulement le Maroc, ça ne se connaît pas juste avec le djellaba et le marrakech. Il y a le bouni, il y a le djabador, il y a le kafto, il y a les tapis qui sont fémins. Il y a des tapis berbères, des tapis rabat, tapis fez, plus la poterie, les chanteurs, la musique. Il y a même des musiques marocaines qui sentent la musique africaine, au Sénégal, comme les Gnawa. Les Gnawa, si tu vois, tu peux dire d'origine, c'est africain. Parce qu'à Sawera, chaque année, il y avait un grand festival des Gnawa. Il se présente non pas comme un Marocain, mais sénégalo-marocain. Ahmed se sent bien à l'aise ici comme s'il était au Maroc, tel sur un fil invisible et très sacré qui lie le Sénégal au royaume chérifien. La relation entre Maroc et Sénégal, il y avait quelque chose de sacré là-bas depuis longtemps. D'abord, les relations religieuses. On est tous des musulmans. Il y avait Sidi Ahmed Tijani et les Sénégalais, de temps en temps, font le ziyara là-bas à Fès. Et les Marocains aussi, il y avait des Marocains ici. Depuis, des Marocains métis, c'est toi, c'est Louis. Ils sont tous venus de Saint-Louis. Je peux dire en 1900, 1920, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de Marocains métis. Hein. Au-delà de ces aspects culturels, sur le plan diplomatique, le Sénégal fait partie des 67 pays du monde dont les ressortissants sont dispensés de visa d'entrée au Maroc. Une relation étroite qui explique l'intégration rapide de Chebab Ahmed.
Aujourd'hui, il tient sa propre boutique sur l'avenue Mohamed V. Il se sent tout aussi marocain que sénégalais. Et pour le match du Maroc-Sénégal, j'espère qu'il va passer un bon match et le meilleur gagne. Mais je préfère égalisation, que tout le monde sera à l'aise. Et le meilleur à gagner, c'était le Maroc. Abdourahmane Ly, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Au Maroc, il y a justement le fameux kaftan djellaba qui est très très populaire. Shabab Ahmed en a parlé dans ton reportage. Comment son installation s'est faite au Sénégal? Alors oui, à l'instar donc du kaftan, le djellaba provient des différentes cultures voisines plutôt, des pays voisins. Différentes cultures des pays voisins, disons du Maroc. Alors, son installation s'est faite petit à petit, disons, avec l'Empire ottoman notamment. Alors, ça s'est fait avec vous vous rappelez bien, la colonisation n'a pas pu se faire avec l'Empire ottoman au Maroc. Alors, finalement, disons, le Maroc a été influencé par l'Empire ottoman, disons, par le port, j'ai envie de dire, vestimentaire, par l'Empire ottoman et qui est finalement devenu, j'ai envie de dire, le djellaba, le fameux djellaba. L'artisanat est très développé dans la zone également. En effet, effectivement. Alors, les premiers habitants de la zone, notamment les Berbères, sont les précurseurs de l'artisanat dans cette zone. Alors, ils ont, avec le travail de la laine notamment, alors par la suite, il y a eu le développement de l'artisanat. Après l'islamisation, il y a eu le développement de l'artisanat avec l'arrivée des Arabes. Et après l'arrivée des Arabes, bien entendu, il y a eu pratiquement dans toutes les zones du Maroc, l'artisanat est bien développé dans cette zone, dans ce pays du Maroc. Beaucoup de prénoms sont interdits au Maroc. Qu'en est-il concrètement? J'avoue que je l'ignorais. Alors, il faut dire que l'État civil marocain interdit certains prénoms pour la simple et unique raison pour éviter en tout cas la rupture dite de l'identité marocaine, tout simplement. Il y a certains prénoms qui sont interdits, notamment les prénoms étrangers qui sont interdits au Maroc. Alors, le prénom ne pourra pas faire de référence au nom d'une ville, d'un village, d'une tribu. Il ne doit pas porter atteinte à la morale et à l'ordre public, effectivement. Merci Abdourahmane Ly, rendez-vous la semaine prochaine. Nous poursuivons cette Total dimanche ailleurs à Madinatul Salam, une cité rendue célèbre par Feu Cheikh Béthio Thioune. Elle a encore occupé le devant de l'actualité. Madinatul Salam, ou Kër Samba Laobé de son nom d'origine, est située dans le département de Mbour et dépend de la commune de Malikounda. Il faut cependant retenir que si on parle souvent des Tiantekoun, il y a aussi d'autres habitants. C'est un vrai mélange avec notamment une forte présence de la communauté bissau-guinéenne. L'autre visage de Madinatul Salam, c'est un reportage de Muntaga Kane. Le village est fondé vers les années 1900 par le chef de canton Samba Laobé qui lui a donné son nom. Samba Laobé, c'est un chef de canton qui est né en 1880. Et après ses études à l'école des fils de chef de Saint-Louis, du moment qu'il avait un certain caractère un peu belliqueux et un peu hypnotique de par ses yeux, les colons avaient peur de le retourner en affectation au Cayor, soit disant qu'il pourrait, par exemple, c'est quelqu'un d'instruit, et il pourrait faire revenir une certaine royauté, des trucs comme ça. Et maintenant, ils ont jugé nécessaire de l'affecter à Mbour, au canton de Mbayar-Nianing, parce que là, ils disaient que c'était un pays sérère. Et ils vont se comprendre et il va se calmer, quoi. Donc maintenant, c'est vers les débuts des années 1900 qu'il est sorti de l'école de fils de chef. Et ici, c'était sa première affectation. Donc il est venu dans un premier temps, il logeait à Nianing. Et après, par la suite, il est revenu à Mbour. Et l'actuelle maison de Serigne Saliou faisait office de bureau pour lui. Et maintenant, du moment que ces gens-là, ces chefs de canton, ils réagissaient un peu en termes de royauté et autres, quand ils sont affectés, ils venaient avec toute une cour.
Et maintenant, à Mbou, du moment que ces temps-là, c'était du temps du truc Tchedo, et ils avaient une certaine manière de vivre, quoi. Donc il a jugé de nécessaire de demander au gouvernement général un village où il pourrait s'implanter avec toute sa famille, quoi. Donc c'est ce qui a amené l'idée qu'ils viennent ici et construire le village de Kersambalawe, qui a donné son nom. Les réfugiés de Guinée-Bissau ont été installés dans le village bien avant la venue de Cheikh Béthio Thioune, qui a baptisé son domaine Médinatoul Salam. L'histoire des réfugiés guinéens de la Guinée-Bissau qui sont implantés ici, il y a eu un projet intégré que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a voulu implanter à Kersambalawe. Et donc eux, les réfugiés bissau-guinéens, après la guerre entre le colon et le PAGC, après du moment qu'ils avaient certaines affinités avec le colon, ils ont jugé nécessaire de se réfugier pour raison de sécurité au Sénégal. C'est en ce moment-là que les Nations Unies ont décidé d'initier un projet intégré, un projet agricole d'élevage et de culture hivernale intégré à Kersambalawe. Et donc l'idée c'était d'accueillir ces réfugiés-là, que les autochtones qu'ils ont trouvés dans le village les accueillent ici, qu'ils commencent à cohabiter, pour qu'ils puissent s'intégrer à la population sénégalaise. Une partie a été réussie parce que le projet a eu lieu. Les Nations Unies ont réalisé le projet qu'ils ont inauguré en 1982. Et après, il y avait un lotissement qui devait se faire au niveau du village traditionnel. Donc, il s'agissait de 608 parcelles à usage d'habitation. À un certain moment, du moment qu'ils ont trouvé une population à majorité Wolof ici et qui sont peu, il y avait des fois des petites divergences, surtout liées à un problème de communication. Mais là maintenant, ils se sont bien intégrés dans le village. On a des neveux et des fils qui se sont mariés à eux. Comme eux aussi, ils ont des parents qui se sont greffés à nous, quoi. Et le courant passe bien entre Peul et Wolof. Entre nous et les Wolofs, tout se passe bien. Il n'y a qu'un petit problème foncier entre nous. À part cela, on se comprend bien. On se marie entre nous, on est ensemble. D'ailleurs, c'est moi qui dirige l'association sportive et culturelle de Kersambalawe. Ça prouve l'entente qui existe entre nous. S'il est vrai que les habitants du village parviennent à dépasser leur clivage culturel, il n'en demeure pas moins qu'un sérieux litige foncier qui est entre les mains de la justice est en passe d'assombrir ce bel élan d'intégration. Tranche de vie maintenant, notre rubrique aujourd'hui à la rencontre de l'une des 69 ou 79 familles déguerpies du terme sud. Le père de famille Babacar Loum est un sous-officier supérieur à la retraite. Son parcours dans l'armée de l'air, ses moments inoubliables, sa situation actuelle après leur déguerpissement. Il a ouvert son cœur à ITV, Oumar Khan et Seydina Mbaye. Les avions à hélice n'ont aucun secret pour lui. Babacar Loum est un sous-officier supérieur de l'armée de l'air à la retraite. Il fait partie des déguerpis de Terme Sud. Il a risqué sa vie à plusieurs reprises pour servir sa patrie. Aujourd'hui, il s'en rappelle, le sourire au bout des lèvres. C'était une fois à Burkina, parce que les Burkina avaient emprunté le poker. On avait fait une mission là-bas pour les écoles des enfants, pour leur faire valoir leur brevet para. Bon, on était parti là-bas et on a fait presque 5 jours, je crois, 5 jours, 4 jours comme ça, je ne me rappelle pas, en 2006, je crois. Ouais, 2005, ouais. Alors, on est parti, on est revenu. Au retour, alors ils avaient besoin de l'avion. Oui, parce que c'était un avion qui était en révision, donc vraiment que les gens, il y avait le choix pour les VIP, pour amener le président ou bien amener des autorités civiles, des diplomates, des choses comme ça. Bon, on a fini le para, le lendemain matin, très tôt, on se lève pour partir. Il y avait une pluie, un orage, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, des éclairs. Mais on a quitté pour venir à Dakar. Mais avec les éclairs, des trucs comme ça, l'avion l'a posé voilà, en haut, en bas, comme ça. Hein, oui.
Mais il n'y avait pas de problème, on connaissait ces choses-là, bon, il n'y a pas de problème, avec les non-pilotes très bien formés. Quand Babacar Loum parle de l'affaire de Terme Sud, il le fait document à l'appui. Des maisons que ses collègues et lui ont occupées pendant plusieurs décennies. C'est là que la plupart de leurs enfants ont vu le jour. Lorsque je venais au Terme Sud, comment amener au Terme Sud pour me donner la maison là, c'était pour que je sois tout prêt. Hein, parce que je devais être le responsable des avions de transport. Tu sais, l'armée aussi, quand il sait que tu es bien, mais aussi il t'utilise. Hein, c'est là où ils m'ont amené. Et les années 2000, non pas 2000, 2018 comme ça que j'étais venu là-bas, 98 comme ça. Bon, mais les autres, j'étais là-bas des anciens qui aussi, tu sais, l'armée, il y a un organigramme technique. Il y a des anciens qui sont là-bas depuis presque 30 ans. Oui, 30 ans, je dis. Là, beaucoup de mes enfants, mes 3 derniers enfants, ils sont là-bas. Oui. Comme les autres, leurs enfants. Même si ils sont mariés, d'autres sont les filles en mariage. Oui. Aujourd'hui, avec sa famille, il s'est installé ici, dans cette maison, à la cité Comico de Ouakam. Une maison qui lui a été prêtée par un proche de la famille. Je suis aujourd'hui à la Comico. On m'a prêté cette maison parce que voilà, les bonnes connaissances de ma famille, ils ont trouvé quelqu'un qui m'a prêté sa maison comme ça. Oui, il m'a prêté sa maison. Oui, avec toute ma famille, vous avez vu, toute ma famille. Ma mère qui était malade, je l'ai amenée chez mon frère. Il sera beaucoup plus tranquille. Elle a 94 ans. Si le gars l'avait trouvé là-bas au Terme Sud, elle allait mourir, comme le major qui est mort. Comme la plupart de ses anciens voisins de Terme Sud, Babacar Loum n'a qu'un seul souhait, retrouver sa maison. Rien d'autre que ça. On croit bien au président Macky Sall et aux journalistes, comme je l'ai dit, et aux rédacteurs, aux juristes, aux marabouts même. Tout le monde doit agir pour ça. Nous aider vraiment que c'était des faibles qu'on a pris et puis du faux qu'on a prêché auprès du président pour nous faire sortir des maisons vraiment sans raison. L'appel d'un père de famille en détresse sous le regard impuissant de ses enfants. Le diplomate est justement un diplomate, Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Il est aujourd'hui l'envoyé spécial de la secrétaire générale de la francophonie au Mali. Bonsoir, Dr Gadio. Bonsoir, Mamoudou. Alors, l'opposant Soumaïla Cissé a été libéré cette semaine après des mois de captivité. Peut-on dire que c'est un vent favorable pour vous pour démarrer votre mission au Mali? Effectivement, Mamoudou, nous saluons cette libération de notre frère et ami Soumaïla Cissé. Je crois que le monde entier se réjouit de cette libération. Le peuple malien en premier, bien entendu, et les peuples africains aussi. Cette Française aussi qui a été détenue pendant 4 ans, Sophie Petronin, c'était une très très bonne chose aussi qu'elle soit libérée. Et ensuite les autres otages qui ont été libérés avec eux. Et nous avons une pensée émue, bien entendu, pour tous les autres otages qui sont encore détenus au Mali ou ailleurs dans le monde. Ça doit être une situation terrible pour leurs familles, leurs parents, leurs amis, que d'être dans cette situation. Mais pour Soumaïla, c'est un événement extraordinaire. Toute l'Afrique a manifesté son affection pour lui. Nous avons tous prié. Et Dieu a exaucé nos vœux et donc il est aujourd'hui parmi nous. Et cette libération est combinée à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Voilà, c'est-à-dire qu'une série de bonnes nouvelles est arrivée, disons une série est arrivée au Mali, levée des sanctions comme vous le rappelez. Ensuite, bien entendu, bien avant ça, les institutions de la transition ont été mises en place progressivement. Je crois qu'il reste pour l'essentiel aujourd'hui à travailler sur le CNT, le Conseil national de transition, sorte de parlement législatif de la transition. Et c'est extrêmement important parce que je crois que dans l'agenda de la transition, il y a des questions qui vont être discutées entre Maliens, notamment la refondation de l'État malien,
la question de la réconciliation nationale, la question de l'intégrité territoriale du Mali, la question de revisiter l'histoire politique et institutionnelle du Mali pour que ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu comme expérience malheureuse avec 4 coups d'État, que cela ne puisse plus se reproduire. Donc ce Conseil national de transition est essentiel et nous espérons qu'il sera mis en place rapidement et que les fils et les filles du Mali accepteront d'aller servir dans ce Conseil et d'amener leur expérience, leur vision, leur engagement patriotique pour que les résultats qui seront obtenus là-bas permettent effectivement de mettre en place des élections au bout de la transition qui ne seront contestées par personne. Et c'est là où des institutions comme la francophonie, à côté de la CEDEAO, à côté de l'Union africaine, que cette institution, l'OIF, pourra apporter énormément vu son expérience en matière électorale. Et vous vous rappelez que tout a commencé avec la déclaration de Bamako en 2002, octobre-novembre 2002, sur la démocratie, contre les changements anticonstitutionnels. Donc l'OIF a un immense rôle à jouer et l'OIF est très attendu. Oui. Et nous y allons avec humilité, mais aussi avec beaucoup d'espoir. Justement, quelle est ou quelle sera votre feuille de route, cher Tidiane Gadio? Mais l'objectif est clair, c'est-à-dire que la CEDEAO a déjà, la CEDEAO en rapport avec l'Union africaine, toutes les institutions internationales, tous les partenaires du Mali, tous ont souhaité effectivement qu'il y ait un retour rapide mais ordonné à l'ordre constitutionnel normal. Et cela sera sanctionné bien entendu par des élections générales. Il faudra refaire le Parlement malien, donc il faudra des élections législatives, il faudra élire un nouveau président de la République. Mais comme on a dit, et tout le monde est d'accord, il ne servait à rien de se précipiter pour aller organiser des élections dans 3 mois ou dans 6 mois. Il faut peut-être se donner le temps de la réflexion, faire le bilan de tout ce qui s'est passé, oui, et voir comment dans l'avenir construire des institutions pérennes et trouver des mécanismes internes de résolution des conflits et de négociation qui évitent que la solution militaire soit parfois la seule solution qui s'impose et qui crée une situation comme celle qu'on a vécue avec sanctions, embargo économique, financier. Le Mali a souffert pendant 2 mois et souffert bien avant cela. Et donc là, la francophonie, l'OIF, je crois qu'un de nos objectifs aujourd'hui principaux, c'est l'accompagnement sincère, l'accompagnement massif, l'accompagnement institutionnel du Mali, mais comme ne pas agir en solo, pas de chevaucher solitaire, agir avec les autres, travailler avec les institutions. Si l'OIF peut mobiliser un appui massif de la communauté internationale, parce que l'OIF a quand même des membres assez puissants comme le Canada, comme la France, la Belgique, comme tous les pays d'Afrique et les autres pays asiatiques et autres dans cette organisation. 54 États membres, 27 observateurs et des États associés. Donc c'est vraiment une puissance diplomatique qui peut apporter beaucoup au Mali. Alors cette transition malienne est prévue pour durer 18 mois. Avez-vous déjà eu des contacts avec les nouvelles autorités de transition, notamment le président Bandaou? Pas encore. Ce que nous avons souhaité à l'époque, ce que nous avions souhaité, c'est de continuer les contacts discrets, de travail d'appui pour la mise en place de nouvelles institutions et de nouvelles autorités, mais en laissant les Maliens piloter, que les Maliens pilotent eux-mêmes ce processus, parce que cet aspect est extrêmement important. Il ne faut jamais se substituer à un peuple pour essayer de lui construire son bonheur, quand ce peuple peut le faire, et parfois peut le faire mieux que vous. Donc il y a une certaine discrétion, il y a une certaine volonté de laisser les Maliens prendre leur destin en main et mettre en place leurs institutions avec un accompagnement discret. On n'a jamais rompu le contact. Le contact a toujours été là. Justement, votre expérience dans la diplomatie, on peut le supposer, vous a mené à connaître les acteurs politiques maliens actuels, non, n'est-ce pas? Quasiment, sans disons. Un atout pour vous dans cette mission? Ah, mais absolument. Honnêtement, je crois que tous les acteurs politiques maliens, en tout cas de notre génération et des générations récentes, où on se connaît personnellement, où on a des relations d'amitié, où on a des relations très courtoises et très cordiales. On a beaucoup travaillé avec eux dans le passé. L'imam Diko, on a eu d'excellents contacts. Il y a un immense respect mutuel et
il écoute, il trouve que parfois on donne des conseils, des avis qui l'intéressent. Donc, ça peut aussi être un atout. Et globalement parlant, je ne pense pas qu'on ait une hostilité quelconque. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2015-2016, on avait reçu ici, au nom de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, on avait reçu à Dakar, à l'Institut panafricain de stratégie que je dirige, on avait reçu des gens de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, et on leur avait demandé de retourner au Mali et d'aller signer l'accord de paix, l'accord de réconciliation intermalien, qu'on appelle l'accord d'Alger. Et on leur avait dit que ce n'était pas bon qu'il soit en dehors du processus, il faut être dans le processus. Et maintenant, posez vos revendications à l'intérieur du processus. Et ils nous avaient fait l'amitié, le secrétaire général de l'OCI et moi-même, de marquer leur accord. Ils sont retournés, ils ont signé. Donc c'est pour dire que même de ce côté-là aussi, du côté de Kidal, nous avons de très bons contacts et de très bonnes relations avec eux. Et vraiment, l'approche sera multisectorielle, sera globale. On essaiera d'apporter une contribution sur tous les plans. Très bien. Votre mission a déjà démarré? Pratiquement, dans la mesure où on n'a jamais cessé les discussions et les contacts avec nos frères et sœurs du Mali. Maintenant, officiellement, le travail officiel, la mission officielle va démarrer mardi. Et ensuite, nous allons préparer tout de suite la visite de Madame la secrétaire générale de la francophonie, Dr Louise Mouchikiouabo, qui est vraiment qui est très très impatiente de venir au Mali, d'apporter le soutien massif de l'organisation de la francophonie et montrer que nous sommes disposés à un accompagnement vraiment, comme je dis, total, expérience électorale, expérience dans la construction des institutions ou dans la mise en place des institutions. Sur tout cela, nous allons véritablement travailler. Maintenant, comme j'ai dit, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec beaucoup de partenaires et c'est dans l'intérêt de l'OIF, dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt de l'Afrique que nous travaillons tous main dans la main et qu'au finish, on ait un excellent résultat, que le Mali retrouve l'ordre constitutionnel avec maintenant des institutions qui ont été discutées, acceptées par tous et des réformes constitutionnelles quand c'est nécessaire réalisées globalement. Et ensuite, comme j'ai dit, l'accompagnement au plan économique. Il faut quand même remettre le Mali à flot. Il y a la lutte contre le coronavirus qu'il faut accompagner. Il y a l'éducation qui traverse des difficultés, la santé, les infrastructures. Il y a beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, c'est aussi un pays en guerre contre le terrorisme, qui a des problèmes de sécurité. L'armée malienne a besoin d'un appui massif parce que le combat, la guerre au Mali sera gagnée par l'armée malienne avec le soutien des partenaires. Il sera difficile que les partenaires gagnent la guerre à la place du Mali. Et par-delà la guerre, comme disent certains, il n'y a pas que la guerre, bien entendu, il y a aussi le développement socio-économique du pays, répondre aux aspirations du peuple malien, à ses besoins, à ses demandes. Vaste territoire de 1 200 000 km². C'est véritablement un combat global qui nous attend. Cher Tidiane Gadio, on va terminer pour parler de diplomatie intérieure, si tant est que ce terme soit admis dans le jargon diplomatique. Vous continuerez à siéger à l'Assemblée nationale sénégalaise malgré cette mission d'envoyé spécial de la francophonie? Mais c'est bien même de poser la question parce que vous savez, un envoyé spécial n'est pas vous avez suivi la petite controverse que certains ont voulu soulever récemment. Ça n'a aucun sens. Un envoyé spécial, c'est une mission. Et c'est une mission ponctuelle. Je vais au Mali 3 ou 4 jours. Je reviens à ma base ici à l'Assemblée nationale. Je continue mes activités parlementaires ici au pays. Et chaque fois que c'est nécessaire, le Parlement m'autorise à aller au Mali, de passer le temps qu'il sera nécessaire de passer là-bas. L'Assemblée soutient ma mission. L'Assemblée est derrière ma mission. Elle est convaincue que ce que je fais, je le fais pour le Mali, mais je le fais aussi pour le Sénégal et pour l'Afrique. Donc, sous ce rapport, j'ai le soutien, les conseils avisés d'un président comme Moustapha Niasse, qui connaît très bien ce genre de dossier. J'ai l'appui du chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall. Donc, sous ce rapport, véritablement, je suis véritablement accompagné dans mon propre pays pour la réussite de cette mission. Cher Tidiane Gadio, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de la secrétaire générale de la francophonie au Mali et vous venez de le révéler à la Totale dimanche. Votre mission va officiellement démarrer mardi. Il est également prévu une visite de la secrétaire générale de la francophonie bientôt au Mali.
Nous passons à l'autre rubrique. Rubrique vie des plantes. On l'utilise quasi quotidiennement dans nos repas, mais le connaissons-nous vraiment? Le persil est l'un des condiments les plus utilisés au monde et également l'un des meilleurs pour notre santé. Ce dimanche, Kessendour nous fait découvrir la plante aromatique et ses différents usages. Le persil, ou Petroselinum crispum, est une espèce de plante herbacée de la famille des apiacées qui vit traditionnellement de manière spontanée en Asie du Sud-Ouest, en Afrique du Nord et sur les îles de l'océan Atlantique, dans des sols bien ameublis et riches en humus. Cependant, de nombreuses espèces ont été introduites aux 4 coins du monde, à tel point qu'il en existe aujourd'hui près de 80 variétés. Globalement, on peut dire que le persil est une plante bisannuelle qui accomplit son cycle de vie en 2 ans, de 25 à 80 cm de hauteur et à l'odeur très caractéristique. Sa tige est striée, ses fleurs jaunes et ses feuilles d'un vert luisant sont doublement divisées, sauf pour les feuilles supérieures qui ont souvent 3 lobes étroits et plus allongés. Et ce sont ces feuilles si odorantes quand on les frotte qui sont couramment utilisées dans les cuisines du monde entier. Vous avez le persil frisé que j'ai ici. Mais également en médecine. Riche en huiles essentielles, en minéraux et en vitamines A et C, le persil est utilisé contre le stress, contre le vieillissement de la peau, pour la digestion et pour son action détox. Autant de vertus qui font qu'au-delà des grandes cultures, de nombreuses personnes plantent du persil pour leur consommation personnelle. Mais si vous voulez vous lancer dans le jardinage, il faut savoir que le persil nécessite de l'arrosage, surtout en période chaude. Mais une fois la plante sur de bons rails, vous n'avez qu'à attendre 3 mois pour faire votre première récolte. Kessendour, bonsoir. Bonsoir Mahmoud. Les 2 espèces que vous nous avez présentées les semaines passées étaient protégées. Est-ce que le persil est lui aussi menacé? Eh bien non, justement, le persil fait partie des espèces qui poussent relativement facilement et surtout que l'on cueille au fur et à mesure. Le fait, la cueillette ne tue pas la plante. Donc l'homme n'est pas en soi une menace. Par contre, les limaces, les escargots, autres petits insectes et parasites, notamment certains pucerons, eux, peuvent constituer un frein au développement de cette plante et surtout lui transmettre un virus qui l'empêchera par la suite de se reproduire et donc de produire de nouveaux plants. Mais mis à part ça, non, le persil n'est pas encore une espèce ni à protéger, ni protégée jusqu'ici. Et si j'ai bien compris votre reportage, on peut le faire pousser facilement? Oui, tout à fait. La seule nécessité est de l'arroser très très régulièrement, en particulier lorsqu'on se trouve dans une région chaude. Mais sinon, le persil s'adapte relativement bien. Il repousse tous les 2 ans. Je le disais dans le reportage, son cycle de vie a une durée de 2 ans. On dit que c'est une plante bisannuelle. Donc, par conséquent, au bout de 2 ans, c'est le cycle qui recommence et ça se passe comme ça indéfiniment. À partir du moment où vous arrivez à obtenir la première levée de la plante, qui, elle, est un petit peu difficile et peut prendre jusqu'à 1 mois, et bien vous aurez du persil tous les ans à foison. Oui, le persil, un élu de nos plats, comment doit-on le manger? Alors, ça dépend. Si on aime son goût, on préfère en garder toutes les propriétés. Si on en aime le goût, on peut le faire cuire. Ces feuilles, dès qu'on les frotte, sont extrêmement odorantes et ont des qualités gustatives incroyables. Par contre, si on souhaite garder les sels, les minéraux dont le fer, c'est très important de le dire, le persil est un des aliments les plus riches en fer pour tous ceux qui auraient tendance à faire de l'anémie. Il ne faut pas hésiter à en consommer. Également les vitamines, pour tout cela, il vaut mieux le consommer cru, donc le couper par exemple sur une salade en petits morceaux. C'est très bon et ça permet de garder toutes les propriétés de la plante et toutes ses qualités gustatives également. Merci Kessen, rendez-vous dimanche prochain avec une autre plante. Oui, on retournera sûrement au jardin botanique de l'UCAD, mais c'est vrai que là, à cause du Magal, c'était un petit peu compliqué d'aller tourner chez eux, mais on sera ravis de retourner les voir cette semaine. Le rendez-vous est pris donc, Kessendour.
C'est bientôt lundi, c'est dans quelques heures, donc le début d'une nouvelle semaine. Tout début ayant une fin, cela signifie que nous avons besoin d'une bonne dose de motivation pour commencer sur les chapeaux de roue. Bonsoir Nancy Diouf. Bonsoir Mamadou et bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV. S'organiser est un mot qui effraie, un mot qu'on n'a pas souvent envie d'utiliser. Gérer son temps, organiser, planifier, tout ça paraît être bien trop compliqué. C'est la raison majeure qui explique qu'on ne le fait pas souvent. Pourtant, il n'y a que des avantages à organiser ces journées. Notre invité du jour ne dira pas le contraire. Je dois dire que j'ai essayé et je pense y avoir réussi à organiser mon temps, dans lequel temps on peut compter des semaines, des mois et des années, dans un environnement qui n'est pas toujours favorable, un contexte qui n'est pas toujours des plus heureux, pour essayer de faire en sorte que, ayant un agenda pour la semaine, je sais exactement ce que je fais du lundi au dimanche. J'adore dormir et je termine la semaine le dimanche en faisant une grasse matinée qui n'excède pas 9 h du matin. Habituellement, je me lève entre 6 h 30 et 7 h et je ne me couche pas avant minuit, 1 h du matin. Donc le dimanche, pour moi, le matin, quand je me lève, c'est sacré. Prendre un très bon café. Pas du Nescafé, mais très bon café. Et ensuite, voir comment on peut recharger ses batteries pendant le week-end. En restant chez soi, en écoutant des informations dignes d'intérêt. La musique adoucit les mœurs, disait Platon. Il est donc permis de se concocter une superbe playlist du lundi matin pour commencer la semaine de bonne humeur. Compilez vos chansons préférées, de préférence des musiques relaxantes qui vont vous aider à vraiment vous détendre. Dans cette période de lecture, je suis toujours accompagné par la musique, notamment le jazz. Tous les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le jazz, sous toutes ses formes et dans toute l'évolution de ce genre musical très apprécié. Donc, je suis en train d'écrire quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et qui n'est pas facile, dont je ne dévoilerai pas du tout les aspects, mais c'est un jeu d'écriture auquel je m'exerce depuis un moment. Et la pandémie de la Covid-19 m'a beaucoup servi pour ça, puisque je n'étais pas confiné, mais je me servais toujours du temps que je pouvais me donner pour écrire. Entre-temps, j'écris beaucoup des articles, des communications à des colloques ou à des revues spécialisées qui veulent publier des choses. Alors, Ndeye Nancy, venons-en maintenant au conseil de la semaine pour bien la démarrer. Impossible de démarrer une nouvelle semaine du bon pied en étant fatigué dès le premier jour de travail. Alors, l'idéal est d'adopter une routine de sommeil saine en se couchant avec une tisane et un livre au lieu de son téléphone et d'une boisson sucrée. Merci Ndeye Nancy Diouf, bonne semaine. Merci Mamadou, bonne semaine à vous et à tous les téléspectateurs d'ITV. Je ne fais que lâcher mon portable. Bon, je ne le jette pas, je le mets de côté pour pouvoir bien dormir ce soir et bien démarrer la semaine. Suivons donc les conseils de Madame Bonne Semaine, Bonne Humeur. C'est la fin de cette totale. Merci à Mas Mboup et toute l'équipe technique pour la réalisation. Oumar Khan, chef d'édition, Toc Toc, 6h30, Boubacar et sa belle équipe du matin et à 5h45 sur votre première radiovision, Aïssata Ndiaye dans Dakar Direct. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite de programme et très bonne semaine.